Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être enfin épanouie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, bonheur, reconversion, mais surtout trichothérapie. Et si tu veux retrouver ce peps que tu as perdu, cette motivation que tu as du mal à avoir, si tu veux enfin mettre en place des actions qui vont te permettre de vivre pleinement ta vie, de profiter des tiens, de profiter de tes journées et de ne plus passer à côté de ta vie, je t'encourage à réserver ta séance offerte, ton appel offert avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation pour cerner un peu ta problématique et ainsi, ça me permettra moi de savoir si je peux t'aider. Si je peux t'aider, je t'explique comment, quel sera le plan d'action, quels sont les outils qu'on va utiliser. Si je vois que ce n'est pas dans mon champ d'action, à ce moment-là, je te recommanderai quelque chose d'autre. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Cette semaine, je suis trop contente de te partager une discussion que j'ai eue avec Élise de Lucienne Tricotte, qui est designer tricot, mais qui n'a pas toujours été designer tricot. Donc on a parlé beaucoup d'anxiété, de stress, de choix de carrière, et puis comment tout ça s'est combiné et comment aujourd'hui elle est devenue cette designer tricot, et surtout quel impact le tricot a dans sa vie au quotidien. Le but vraiment c'est de t'encourager à utiliser cette thérapie, cet outil thérapeutique qui est la trichothérapie pour réduire ton stress au quotidien et pour te permettre d'avoir les idées un peu plus claires quant à ton avenir professionnel ou même tes projets de vie. Bref, je te spoile pas trop et je te souhaite une très bonne écoute. Coucou Élise, bienvenue dans le Café des Burnies, comment tu vas ? Écoute, moi ça va bien, ça va très très bien, je suis ravie que tu m'accueilles. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui on va parler tricot et bienfaits du tricot sur la personne qui est en épuisement. Mais tout d'abord, dis-nous qui est Lucienne ? Oui, donc je m'appelle Élise, je suis designer tricot, j'ai 30 ans, encore pour quelques semaines, et je vis avec mon chéri et mon chat en région parisienne, mais à la campagne. Et j'ai créé Lucienne Tricotte en 2016. T'as toujours vécu comme ça en campagne ? Avant j'étais plus banlieue chez mes parents, etc. Puis quand j'ai eu mon premier appart, on peut pas tout de suite avoir un lieu super sympa où vivre, mais très clairement plus je passais de temps du côté, j'étais dans le 91, tu vois, donc c'est pas très vert quoi, et je sentais que j'avais un peu besoin de verdure, de calme, donc voilà. Mais bon, après tu vois, des fois il y a des événements tricot et tout à Paris, j'y vais, mais voilà, comme ça je choisis quand je vais être en ville en fait. Et, d'ailleurs en parlant de tricot, quelle est ta première expérience tricot ? À quel moment tu l'as croisée ? Moi déjà quand j'étais petite, ma maman et ma mamie passaient tout leur temps libre basiquement à tricoter, vraiment, et ça m'a vachement fascinée très tôt, tu vois, cette espèce de concentration. Et puis tu sais, ma mère qui me disait attends je compte, chut. Donc finalement tu t'as grandi avec, ça a toujours fait partie de ta vie. Ouais, je pense que j'ai dû mon premier rang que ma maman m'avait monté mes mailles et tout, juste rang de maille en droite, tu vois, je pense que j'avais 7-8 ans. J'ai pas tricoté en continu, mais presque en fait. Genre, tu sais, c'était l'époque où il y avait des boutiques fil d'art hyper accessibles et tout. Et même, tu vois, des fois, je me faisais le kiff. J'accompagnais ma mère chez fil d'art. Donc, j'avais quand même les fois où je tricotais pas, soit je choisissais ma laine pour que ma mère me fasse des trucs. Comment t'es passée de cette phase, je choisis la laine pour qu'elle me tricote, donc ça reste très pratico-pratique, à je vais en faire un métier, je veux faire les modèles moi-même? Ça a pris du temps, on va dire que le moment de ma vie où j'ai le moins tricoté, c'était pendant mes études, parce que je faisais des études de droit, donc c'est pas des moments où t'as trop de temps libre, très clairement.
Donc j'avais un peu lâché l'affaire. Genre je me faisais une écharpe quand l'hiver arrivait, histoire de dire quoi, mais voilà, c'est tout. Et après j'ai arrêté mes études, enfin j'ai terminé mes études plutôt, après mon Master 2, et j'ai eu un espèce de grand vide trop bizarre où je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et à peu près à la même période, enfin même pas un an plus tard, il y a mon animal de compagnie qui est décédé, donc c'est débile, hein, mais j'ai eu ce truc de j'ai quand même envie de faire quelque chose pour me changer les idées, on va dire. Et donc je suis revenue au tricot, et après j'ai vu qu'en fait sur Instagram il y avait plein de comptes de tricot. J'ai trouvé ça trop dingue. Et au départ, voilà, j'ai fait mon petit compte Lucienne Tricote parce que mon animal de compagnie s'appelait Lucienne. Et ouais, de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, bon, c'est bien sympa de tricoter des modèles, mais fil d'art, c'est un peu chiant. Puis après, j'ai découvert Ravelry, puis après, j'ai découvert plein de modèles. Et puis au bout d'un moment, c'était pas assez, en fait. C'était pas assez, donc je commençais à modifier les modèles. Et puis, de fil en aiguille, tu vois, je me suis dit, mais en fait, il y a ce déclic, en fait, de tout est tricotable. Il y a un espèce de truc qui se fait dans ton cerveau et d'un seul coup, tu as une infinité devant toi. Et ça a été un peu... Enfin, tu vois, je faisais des modèles gratuits qui étaient un peu des dérivés de trucs que je modifiais à ma sauce, etc. Et à un moment, mon chéri, qui est réalisateur, il m'a commandé une pièce tricotée pour un tournage. Une espèce de cagoule capuche avec des mitaines. Et en fait, je me suis dit, tant qu'à l'avoir créé pour moi, vu que c'est un accessoire, tu vois, il n'y a pas de gradation, il n'y a rien, je me suis dit, vas-y, je vais le mettre en forme, enfin, je vais le faire tester, je vais vraiment le sortir en tant que patron, vraiment, pour de vrai, tu vois, un patron que tu vends et tout. Et voilà. Et depuis, ça n'a pas du tout arrêté. Et je n'ai fait qu'en sortir de plus en plus. Et puis d'un seul coup, tu regardes en arrière, tu fais, mais en fait, c'est ma vie professionnelle, c'est ça maintenant. Ouais. Ah ouais, donc en fait, t'étais devenue pro sans l'avoir... c'est acté. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, je vais faire ça de ma vie, tu vois. C'est juste que ça a comblé un vide de manière très naturelle, vraiment super naturelle. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, faut que je pousse là-dedans parce que... non. Ouais, c'est intéressant. Mais ouais, comme tu dis, finalement, c'était pas un projet pro... tu sais, préparé, genre avec un business plan. Oh là là, non. Un atelier. Alors moi, le problème, justement, c'est que j'ai vachement de mal à prévoir quoi que ce soit et à organiser, en fait. Dès que c'est trop minuté ou organisé, genre, ça me panique. Tu vois, j'avais essayé, justement, en sortant de mes études, chercher un emploi et tout. Et en fait, tu vois, je sentais que mon corps, un peu, il me disait, va pas dans cette direction, c'est dangereux. Bon, il n'y avait rien de dangereux, tu vois. Je me disais, je vais juste me trouver un boulot quelconque dans une collectivité territoriale, et puis voilà, quoi. Et tu vois, il y avait un truc vraiment, un espèce d'instinct de va pas dans cette direction, tu vas t'ennuyer. J'ai fait un stage où je me suis beaucoup ennuyée en très peu de temps, et je me suis dit, faut quand même qu'il y ait un minimum de spontanéité. Plaisir et d'intérêt, quoi. C'est ça. Et du coup, après, j'ai fait plein de trucs pendant un moment, sans queue ni tête, tu vois, avant de me mettre vraiment dans le tricot. Enfin, pendant, en fait. Où j'ai fait du montage vidéo, j'ai fait de la photo, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, maintenant, tout ça a servi à ma carrière de designer tricot. Et je trouve ça hyper positif, tu vois, de te dire que il y a un moment dans ma vie où je me disais que j'étais en train de perdre mon temps, où j'étais en train de me chercher et que je faisais un peu n'importe quoi, parce que c'est des moments où tu flippes, hein. Et puis maintenant, en fait, je me dis, tiens, tout ça me sert, et tout s'est imbriqué parfaitement, et c'est une belle pensée, quoi. Parce que finalement, tu t'es écouté. Tu t'es écouté, tu as quand même fait 5 piges, et finalement, tu n'as pas suivi la route classico-classique. Ouais, en fait, moi, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai passé toutes mes années de collège, de lycée et de fac à lutter contre mon anxiété, qui est le truc qui me pourrit le plus la vie, tu vois. Et j'essayais vachement de contrer les émotions négatives. En disant, non, je force, je continue dans cette direction, et puis je vais m'y faire. Et en fait, il y a un moment, un déclic dans ta tête, et tu dis, mais je vais jamais m'y faire. En un sens, j'ai fait confiance à mon anxiété. Enfin, c'est bizarre de le dire dans ce sens-là, tu vois, mais j'ai fait confiance à ce truc-là de va pas dans cette direction-là. Peut-être que l'autre chemin, il est vachement périlleux, mais paradoxalement, tu vas voir, tu vas être à l'aise là-dedans, quoi.
T'as procédé par élimination. Ouais, grave. Mais tu sais, t'es pétri de plein de trucs, genre, faut que je fasse le truc sécurisant et tout. Et en fait, à partir du moment où je me suis rendu compte que pour moi, c'était pas sécurisant, que c'était vraiment. J'allais pas supporter, tu vois, je suis partie dans un autre truc. Et en fait, t'as même pas le temps de réfléchir est-ce que c'est une bonne décision ou pas, parce que quand tu fais un truc qui te plaît vraiment, souvent t'es plus à perdre pied, à même pas te rappeler que t'es en train de bosser. Enfin, t'es à fond tout le temps, quoi. Puis plus j'avançais dans la vie, plus je me disais, mais en fait, si t'es pas en accord avec tes principes C'est ça. ou avec ta nature, tu vas nulle part. Et c'est là où t'arrives à un moment où t'es un peu perdu, où t'as des émotions négatives et tout, parce que tu patauges. Hein. Exact. T'es contre toi, en fait. C'est ça. Et vraiment, tu te bats avec toi-même toute la journée, à chaque petite action, à chaque petite prise de décision. Et c'est tellement énergivore. Et en plus, ça rend triste, quoi. Ça rend malheureux. Déjà, ça épuise de l'énergie physiquement parlant, ça te rajoute de la cogitation, de la charge mentale, et puis ça rend triste. Mais malheureusement, beaucoup dans notre société vont suivre ce fameux conformisme où on m'a conseillé un domaine scolaire parce qu'il paraît qu'il y a du taf au bout, donc je galère, j'ai mon diplôme, je vais quand même postuler, je vais travailler dans un endroit parce que c'est sécurisant, parce que c'est bien valorisé par l'État, parce que ça paye bien, tout ce que tu veux. Mais en fait, je suis triste. Je suis triste parce que toute la journée, je fais des trucs qui me parlent pas, qui m'animent pas. C'est ça, moi, tu vois, je pense que j'ai vécu le truc que pas mal de personnes qui ont été bons à l'école ont vécu. C'est que littéralement, je pouvais tout me permettre. J'étais juste nulle en maths, mais tout ce qui était pas avec des maths, je pouvais y aller, tu vois. Et du coup, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont dit mais va en droit, tu peux le faire. Ouais, t'y arrives, mais t'arrives dans un milieu qui est pas forcément en accord avec tes valeurs. Clairement, moi, qui suis un petit piou-piou tout fragile, tu vois, j'étais un peu bon, qu'est-ce que je vais faire là? Et puis bon, tu continues, tu vois. Enfin, moi, j'avais ce truc d'éducation de attends, j'ai commencé ma licence, je vais aller jusqu'au master 2, il y a pas raison. Mais clairement, c'est marrant parce que c'est vers la fin, quand j'ai fait mon stage de validation de ma dernière année, où je me suis dit, mais c'est pas du tout pour moi. Qu'est-ce que je fais là? La chance que j'avais, c'est que j'avais des copines qui étaient en beaux-arts. J'avais mon chéri, il est réalisateur, donc il a toujours fait des trucs artistiques et tout. Et du coup, la plupart du temps, sur mes week-ends, je faisais des trucs artistiques trop kiffants. De la photo, où j'étais sur des tournages, etc. Et puis du coup, ça m'a permis d'avoir quand même un pied dans une autre réalité de vie, on va dire. Pour des gens qui ont un quotidien qui fait envie. Du coup, toi, le burn-out, ça te parle ? Alors, ça me parle pas personnellement. Moi, je suis plutôt un peu team anxiété slash dépression chronique un peu, tu vois. Genre bon... La meuf qui est un peu fatiguée facilement psychologiquement, tu vois. Souvent, quand je vis un truc un peu demandant psychologiquement, je mets du temps. Mais j'ai pas le burn-out. Par contre, mon chéri a fait un burn-out et c'était impressionnant à voir de l'extérieur, en fait. Vraiment, il m'a regardé, il fait « Je veux plus allumer mon ordinateur. » Mais comment ça ? Non, mais j'allumerai plus mon ordinateur. Donc j'avais un peu ce truc immature de me dire « Ouais, il est un peu fatigué. C'est quelqu'un qui bosse énormément, tu vois. Il est un peu fatigué. Ouais, ça va aller mieux, quoi. » Et le temps passe, et puis il dit non, là, moi, ma vie professionnelle comme elle était avant, c'est plus possible, quoi. Et du coup, lui, il a réussi à se réinventer, etc. Mais vraiment de voir ce blocage quasiment immédiat, en fait, c'était assez choquant, mais pas dans le sens image choc, mais tu connais quelqu'un tu connais quelqu'un et tu le vois, genre une partie de sa vie qui est... C'est plus possible, quoi. C'est plus possible pour la personne. Tu vois, j'ai tiré à la loterie l'anxiété et tout, mais ça, je l'ai pas vécu parce que, comme je te disais, j'ai pu très très vite m'extraire des choses qu'on aurait pu me mettre dedans et t'es reconnaissant quand tu vois ça. Je suis aussi très privilégiée de pouvoir le faire, très clairement. Moi, j'ai pu avoir le choix de faire des études et de pas bosser dans ce milieu-là. Au niveau du contexte familial ou même par rapport à ta propre image de toi-même. En tout cas, moi, c'est un milieu où il y avait beaucoup de gens comme ça. En plus, j'étais à Évry, donc il y avait beaucoup de gens issus de minorités, etc., qu'il fallait, en fait, qu'ils réussissent, tu vois. J'espère qu'on aura plus de personnes qui vont choisir un domaine, vraiment un domaine qui les fait kiffer. Déjà, je pense que si tu pars de là, il y a beaucoup moins de risques de finir en burn-out, même si
certes, il y aura toujours des domaines, des spécialités dures et laborieuses, mais peut-être que si on le fait avec vraiment le kiff, quoi, si tu le fais parce que tu aimes bien, je reste persuadée que le risque de burn-out, il sera... Mais je pense, tu vois, qu'on est en train de faire un shift un peu là-dessus, tu vois, c'est que maintenant, on cherche justement ce dans quoi les gens s'épanouissent. Voilà. Alors que nous, fallait trouver ce dans quoi tu étais bon. Sauf qu'en fait, des fois, c'est corrélé, c'est cool, mais il y a plein de fois où tu peux être bon techniquement, j'en sais rien, moi, en ingénierie ou quoi, mais en fait, c'est pas ton délire du tout. C'est ça. C'est pas ce qui te fait kiffer. Toi, tu veux être guitariste ou j'en sais rien, tu vois, et je trouve que là, on est en train quand même doucement de se dire, si tu sacrifies 40 ans de ta vie à un truc pour lequel t'es doué mais qui t'apporte rien, ça va pas pouvoir durer très très longtemps, quoi. Peut-être que le Covid y contribue énormément, mais il y a eu cette grosse prise de conscience de tristesse un peu mondiale, quoi. Les gens, ils sont pas heureux. Les gens ne sont pas heureux. Ouais. Ils prennent conscience de l'importance du bien-être, l'importance d'un état d'esprit équilibré, sain, qu'importe le terme. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont eu le temps pour réfléchir, tu vois. Ça, sûrement. Dès que tu te libères du temps pour réfléchir, tu peux faire le point, tu peux analyser vraiment qualitativement ta vie, te dire, qu'est-ce que ça m'apporte, alors que, moi, tu vois, j'ai pas d'enfant ni rien, mais quand je vois des copains qui ont un boulot à l'extérieur, les gamins et tout, t'as zéro temps libre pour ne serait-ce te dire, est-ce que là, je m'épanouis, est-ce que là, je suis heureux ? Et puis d'accepter que même si j'ai fait des études, même si j'ai passé du temps pour avoir ce diplôme, même si j'ai tant d'expérience dans un domaine, en fait, j'ai le droit de changer. Il faut jamais se dire que c'est gâché, en fait. Moi, voilà. Tu vois, il y a plusieurs personnes à qui j'ai dit que j'avais fait du droit et j'en avais rien fait. Et plusieurs fois, tu vois, on me l'a dit c'est dommage et tout. Non, ça m'a appris. Il y a un truc que ça m'a appris très clairement, c'est le goût du travail. Du coup, toi, pour revenir à ce fameux tricot, mais c'est chouette, on a fait un gros détour qui est sympathique. Oui. Pardon, je suis désolée. Il n'y a aucun problème. La promenade, elle était agréable. Ah là là. Est-ce que tu trouves que le tricot, tu vois, tu le fais par plaisir, d'accord ? Donc aujourd'hui, c'est même devenu ton métier. Mais qu'en est-il de tous ces bienfaits ? Des bienfaits, il y en a pas mal en fait. Déjà, je trouve que pour des gens qui... Comment dire ? Tu sais, il y a des gens, ils n'arrivent pas à se poser pour méditer ou pour prendre du temps pour eux, etc. Il y a un côté cool parce qu'en fait, c'est méditatif, c'est répétitif, etc. C'est un peu sensoriel, mais en même temps, c'est une activité. T'es en train de faire quelque chose, tu vas créer quelque chose, un objet, en l'occurrence, et tout en étant forcé un peu à te poser, tu vois, t'es assis, sauf les gens qui tricotent en se baladant, mais je sais pas comment ils font. Mais traditionnellement, t'es assise et t'es en train de faire ton tricot, et en fait, t'as que ça à faire, que de te concentrer sur l'instant présent. C'est comme une méditation dirigée, mais pour les gens qui n'arriveraient pas à faire ça classiquement, tu vois. Je prends mon exemple, je suis une grosse stressée de la vie. Tu me fais une méditation dirigée, je pète un câble, je commence à réfléchir à toutes mes problématiques, j'arrive pas du tout, tu vois. Tu me stressais de la vie. Je suis pas sensible. Donc, des fois, tu sais, tu te poses avec ton tricot et t'es dans un truc. C'est comme faire du yoga, quoi. Tu fais toujours les mêmes gestes, t'es concentré, t'es dans une routine. Et d'ailleurs, moi, ça fait rire mon chéri, parce que souvent, quand il me parle d'un sujet important, je prends mon tricot pour mieux réfléchir. Tu vois, ça devient un truc, c'est un réflexe. Et puis, il y a un côté doudou aussi, tu vois. Tu trimbales ton tricot avec toi. Oui. Moi, des fois, quand je suis dans des trucs qui me stressent, t'as un rendez-vous médical ou quoi, t'es content d'avoir ton petit tricot salle d'attente. C'est ici et maintenant. Tu te fais ta petite bulle. Et en plus de ça, t'as le bénéfice en direct à la fin, c'est que t'as créé quelque chose. Donc, si t'es pas du genre à prendre le temps naturellement, on va dire, de prendre soin de ta santé mentale, de dire allez, maintenant je m'occupe de ça, ce qui peut être un peu angoissant aussi, tu vois. T'es en burn-out, tu te rends compte que t'es en burn-out, que ça va pas, etc. Ça peut être une grosse étape que de se dire allez, maintenant je m'occupe de moi, etc. quoi. Donc je trouve que tu vois, de détourner l'attention un peu vers le côté
je vais créer un objet, je vais créer un vêtement, sans que tu t'en rendes compte, ça peut t'aider en fait. C'est pas frontal comme une thérapie où voilà. Après, tu peux y venir après, mais en tout cas, dans un premier temps, t'as un petit effet gagnant-gagnant où tu t'es créé un objet, c'est cool. Et en même temps, t'as eu toutes ces heures de tricot où t'as pu te poser, t'as pu être au calme, t'as pu faire tes petits gestes répétitifs. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop les manches ou les moments où tu fais que du jersey, mais moi, c'est un truc qui m'hypnotise, tu vois. Ça me calme de fou. En fait, c'est cool d'avoir, on va dire, peut-être 2 projets en cours. Un qui nécessite vraiment de la concentration, tu vois, avec une grille, tu dois pas zapper les cases et tout. Ça, c'est un anti-cogitation. Parce que t'es tellement focus, tu peux pas réfléchir à autre chose. C'est vrai. Et après, t'as le tricot un peu facile, où c'est le même point que tu répètes. Et lui, ouais, tu peux le faire avant de dormir, en regardant peut-être la télé, ou dans le bus, ou tu vois, dans la salle d'attente. Des trucs plutôt... C'est ça, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tu vois, moi, je me rends pas compte parce que même souvent, quand je suis en train de faire du jersey, soit je réfléchis techniquement à un autre modèle, soit tu vois, je vais réfléchir à des choses, mais qui vont être un peu techniques parce que forcément, c'est mon métier maintenant. Donc, je réfléchis un peu à la suite et du coup, c'est des pensées qui sont agréables parce que tu vas dans une bonne direction, on va dire. Ouais. Donc, ouais, mais tu c'est sûr que réorganises ton cerveau. Tu fais le ménage. Très clairement, ouais. Moi, le jersey, c'est le moment du grand tri, du grand ménage de printemps. Et oui, quand tu fais un truc technique, mais tu vois, même de l'autre côté du miroir du tricot, faire des diagrammes de jacquard, mais quel kiff! Tu remplis tes petites cases, là, t'es concentré, il faut que tu fasses bien attention à pas décaler un truc. Ça monte et absorbé. C'est très addictif, hein. Je trouve que le jacquard est très addictif. Vraiment, par rapport à de la dentelle ou la brioche ou je sais pas quoi, là, c'est le jacquard qui... J'ai du mal, quoi. Le jacquard, c'est le truc qui te fait pas lâcher ton tricot et d'un seul coup, tu regardes ton téléphone, il est 1h30 du matin et tu sais que t'as déconné. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, j'aurais jamais dû. Mais c'est un plaisir coupable, tu vois. C'est que en fait, tu t'es pas rendu compte, tu t'es mis dans un flow comme ça. Ouais, c'est trop cool. Ouais, c'est particulier parce que la dentelle aussi, il y a un diagramme, mais je sais pas, c'est pas pareil. Ouais, mais la dentelle, t'as plus de chances de te gourer, alors que le jacquard, tu le vois vite si tu te goures. Ouais, et tu vois, là, dernièrement, je vais avoir un modèle qui va sortir qui rentre entièrement en jacquard. Et ça a été mon doudou de cet été. Ouais, très intéressant. Je me suis bien foirée sur ma première manche plusieurs fois, j'ai dû défaire. C'était très intéressant aussi, mais... mais tu vois, ce truc-là, il m'a accompagné tout mon été et tout. J'ai eu un été un peu compliqué et à chaque fois, c'était mon doudou, tu vois. Je me remettais dessus et tu t'évades, quoi. Non, vraiment, ça libère de bonnes hormones, ça détend, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est satisfaisant, en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien et à la fin, t'as ton produit. Donc, en fait, c'est tout bénef. J'essaie de chercher le tricot, qu'est-ce qu'il a comme effet indésirable. Il n'y en a pas, quoi. C'est tout bénef. Ouais, après, tu sais, moi, j'ai des copines je leur ai appris à tricoter. Alors, ça vient peut-être de moi, hein, mais... et du coup, elles se tendaient énormément sur les aiguilles. Et elles me disaient, j'ai mal en haut du dos, j'ai mal aux mains et tout. Mais comment c'est possible? Là, ça dépasse mes compétences, là. Faut se défendre sur ces aiguilles, tu vois. Tu sais, peut-être que les gens qui n'ont pas d'activité minutieuse ou... Voilà, ça reste des muscles. Je veux dire, quand tu tricotes, tu vas bouger tes muscles d'une manière. Donc, je me dis que si tu n'as jamais sollicité ce genre de muscles, ça peut faire je pense comme au départ, tu es très courbature. Concentré, tu vois, tu te tends davantage. Après, quand tu sais à peu près ce que tu fais, t'es moins stressé sur tes aiguilles, quoi. Puis des fois, il faut choisir les bonnes aiguilles aussi. Ça, c'est clair. Vaste sujet. D'ailleurs, tu conseilles quoi, toi, à quelqu'un pour se lancer dans le tricot sereinement? Pour toi, quels sont, je sais pas moi, peut-être les 3 trucs auxquels il faut vraiment faire attention? J'ai mais c'est devenu une obsession, en fait. Je lâche pas le morceau là-dessus. Tout le monde commence le tricot en se disant, je vais faire une écharpe. Ah ouais.
Jamais de la vie. C'est le meilleur moyen de dégoûter les gens. Bah oui, bien sûr. Faut un petit projet qui est rapidement terminé, comme ça t'es content, t'as fini ton truc et tout, tu t'es dit je me suis tricoté un truc. Si t'as ton écharpe, tu mets 3 mois à la faire, t'en peux plus. C'est horrible. Et en plus tu tricotes lentement au départ, donc encore plus de temps. Donc non, tu fais un truc petit, genre des petites mitaines. Il y en a, tu sais, qui sont toutes droites, t'as même pas de diminution, t'as rien, tu vois, tu te fais juste un trou pour le pouce, ciao, c'est fait. Tu te fais des petites mitaines, tu te fais un petit bonnet slouchy, tu sais, pareil, sans diminution. Il y a plein de modèles hyper faciles et des petits trucs, quoi. Des petits objets, comme ça, t'as ta satisfaction, t'as ton truc terminé. En plus, ça te booste, tu vois, parce que tu te dis, bah, j'ai réussi. Toutes mes potes qui ont commencé avec des écharpes, elles ont lâché. Je finis jamais, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, jamais je tricoterai une écharpe. Mais c'est non. Je pourrais pas. Clairement, ça fait trop. Là, pour le coup, c'est trop répétitif, tu vois. Ouais. Non, c'est la mort. Donc, bien raison. Tu regardes ton avancée, t'es dégoûté à chaque fois. Faire un truc qui fait 2 mètres de long, non, c'est trop. C'est horrible. Donc voilà, c'est mon conseil. Tu vois, je n'en ai qu'un, mais il est en or. Je suis bien d'accord. Commencer par des petits articles, quoi, des petits trucs qui nécessitent pas non plus des mois et des mois de travail. Ah, clairement. Ouais. Et tu dirais quoi à une fille qui te dit je suis pas créative? Ah bah ça c'est très simple, c'est que le tricot, en tout cas quand tu es tricoteur, quand tu es designer, oui c'est créatif. Mais quand tu es tricoteur au départ, c'est le côté artisanat, en fait, majoritairement. C'est le côté faire avec mes mains. Et t'as pas besoin de création pour ça. Tu vois, si tu suis un patron, globalement, le patron il va pas te dire bah vas-y, là tu fais un peu à ta sauce. Non, tu vois. Devine. Et t'as des petits points. Il faut que tu te retrouves avec 22 mailles. Ah, je sais pas comment on fait. Non, tu vois, t'auras jamais ça, quoi. Donc, tu vas. En fait, c'est vraiment c'est un cahier technique, quoi. Un patron, c'est tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Donc, oui, dans le choix des couleurs, à la rigueur, va falloir prendre une décision artistique, mais au départ, ça dépasse pas vraiment. Encore, tu pourrais te baser sur le patron, en fait. Tu le fais mais moi, pour te dire, hein, c'est drôle parce que des fois, je sors des patrons qui marchent plutôt pas mal et je vois qu'il y a genre. Ça va pas paraître beaucoup comme ça, mais qu'il y a 20% des patrons que les gens tricotent, c'est exactement le même fil que moi dans la même couleur. Voilà. Alors que tu vois, les possibilités sont infinies en vrai, mais donc il y a pas mal de gens qui se retrouvent dans ce truc un peu artisanal ou qui sont attirés que par le volet technique. Et même dans les créatrices, tu vois, il y a des créatrices qui vont être attirées par faire de la technique, créer de la difficulté, créer de la dentelle ou de la nouveauté, des formes pas possibles, des nouvelles techniques, etc. Donc t'as un volet technique qui en fait qui saute pas du tout aux yeux. La plupart des gens ils pensent que si tu tricotes t'es majoritairement créatif, mais moi personnellement c'est pas vraiment mon avis. Hein. C'est très technicien comme truc. Voilà. Et pour celles qui disent que j'ai 2 mains, je vais jamais m'en sortir avec des aiguilles, j'en ai jamais fait. Bah, c'est ce que j'avais dit à des copines, je leur avais appris à tricoter, et elles disaient ah non je vais pas gâcher ta laine et tout, et je leur disais mais tu détricotes. En fait, le tricot, c'est l'un des seuls loisirs créatifs où ta matière première, elle est réutilisable. T'aimes plus le pull que t'as fait, etc. Tu le détricotes, tu le remets en écheveau, tu le trempes, c'est reparti, quoi. Tu peux refaire un truc avec. Donc, en fait, t'as pas d'histoire de main gauche ou de gâchis ou je vais jamais m'en sortir. C'est que même si imaginons vraiment, tu te forces sur ton projet, tu fais un truc qui est pas joli au départ, ce qui est normal, en fait. Franchement, ce serait un truc à faire, c'est un challenge sur Instagram que tout le monde montre son premier projet tricot. Je pense qu'on rigolerait pas mal. Ça, mais moi la première, hein, clairement, voilà. Mais bah oui, c'est le jeu. Au départ, ce que tu fais, c'est moche. Et au départ, tu vas sinon, t'es pas en train d'apprendre, en fait. Ouais, c'est ça. Sinon, ça veut dire que tu sais tricoter. et puis c'est chiant, en fait. Enfin, tu vois, même. Des fois, tu te dis, j'ai envie de rajouter un truc, etc. Même quand tu sais bien tricoter. Moi, tu vois, par exemple, je sais pas faire la brioche. Quand je vais apprendre à tricoter la brioche, ça va être un grand moment de solitude. Et ce que je vais faire va être archi moche. Et c'est normal, tu vois, et c'est cool.
ça voudra dire qu'il me reste des trucs à apprendre et que t'as une marge de progression. En fait, c'est ça. Faudrait vraiment faire le truc pensée positive à blinde et dire aux gens, mais regarde la taille de ta marge de progression, quoi. C'est merveilleux. C'est ça. Tu peux vraiment, t'as que à gagner, en fait. Même si tu fais quelques rangs qui sont, tu sais tout, difformes et tout, bah, n'empêche que il y a une heure, tu savais pas faire ce truc difforme. Maintenant, tu sais le faire. La prochaine fois, tu feras la même chose, mais ce sera plus joli. Évidemment qu'au départ, tu as deux mains gauches. Évidemment que quand tu apprends une nouvelle technique, même quand tu te passes au tricot circulaire, par exemple, c'est un moment tant redouté par pas mal de gens. Bah ouais, il y a des moments où tu perds un peu ton sang-froid, quoi. Ça se fait pas tout seul. Mais c'est ça qui est cool. Après, oui, ton premier circulaire, il va pas forcément être très beau. Voilà. Première brioche non plus, mais comme je disais, plus tard, quand tu seras plus à l'aise avec la technique, tu te défais, tu refais autre chose et c'est reparti, quoi. Merci beaucoup pour toutes tes réflexions. Merci à ça toi. reste un point de vue assez nouveau dans mon podcast. Tu sais, la personne qui a vécu le burn-out de quelqu'un de très proche, là en l'occurrence ton partenaire de vie, ça permet à celles qui sont aujourd'hui épuisées d'avoir une idée un peu de la position dans laquelle sont les gens qui sont autour d'elles. Ça demanderait même un épisode tout seul, de comprendre que quand t'es pas bien, t'as un autre comportement. Du coup, la personne en face, elle est en mode stress. Dans le sens totalement, ce qui lui arrive, elle... t'es face à une situation nouvelle, quoi. Ça, c'est ça. Du coup, le temps d'analyse, le temps de compréhension, le temps de réaction, tout ça, ça se fait pas en 3 secondes. Clairement, ouais. En fonction des modes de vie, il y en a, il leur faut des mois et des mois pour percuter que la personne avec qui ils partagent le foyer, elle est plus la même et qu'elle est pas bien. Mais pendant ces mois-là, la personne qui est mal te dit, mais punaise, il y a personne qui voit que je suis mal. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est comme si chacun vivait sur une planète et que, moi, je le vois pas, elle me voit pas, on se comprend pas, mais parce que tout le monde est en mode stress et tout le monde a besoin d'un certain temps pour analyser, pour comprendre les choses. Et c'est pour ça que la communication, elle est ultra importante. Et que j'insiste là-dessus. À chaque podcast, quoi, j'insiste là-dessus, faut verbaliser. Moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est que les gens, ils peuvent pas deviner. C'est ça, personne n'est dans ta tête. Si tu dis pas la chose, il y a personne qui va savoir. C'est ça. Il faut faire l'effort, il faut aller vers les autres et dire, là, il m'arrive ça. Et là, oui, tu seras entendu, forcément. Allez. Cette fois-ci, ça va être la fin. Ouais, je me tais. Je ne dis plus rien. Non, sérieusement, merci beaucoup pour toutes tes réflexions. Dis-nous un peu, Élise, où est-ce qu'on peut te trouver? Principalement sur Instagram, @Lucienne Tricotte. Et sur Ravelry, forcément. Lucienne Tricotte aussi. Quel est le niveau de tricoteuse ou de tricoteur? Mais bon, moi, c'est beaucoup de nanas, c'est surtout des nanas, du coup. Quel est le niveau de tricoteuse que tu cibles? Enfin, pas que tu cibles, mais que tes patrons sont adaptés à quel niveau? Alors moi, en tout cas, ma démarche de base, c'est de rendre les choses qui ont l'air pas forcément faciles. Mais si je suis débutante, je peux quand même venir prendre. Il y a au moins un bonnet que je peux faire en premier, quoi. Ouais, puis je suis très support technique, je suis très disponible de manière générale quand les gens ont des problèmes. Donc, en tout cas, c'était ma philosophie de base. Je sais pas si je vais rester toute ma vie comme ça, mais je trouve ça cool, en fait. Tu vois, que ce soit toi qui te fasses les nœuds au cerveau pour que tout le maximum de gens puissent en profiter, en fait. Exact. Donc voilà, basiquement c'est ma démarche. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu, que la promenade t'a été aussi agréable qu'elle a été pour moi. Donc je voulais te remercier pour ton écoute. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast, partager le podcast à une personne qui pourrait en avoir besoin ou un peu à ton entourage, parce que sait-on jamais, comme tu as pu le comprendre, beaucoup souffrent en silence. Donc des fois, juste partager un podcast peut vraiment les aider à identifier ce qui ne va pas et puis les encourager à en parler. Si tu veux échanger sur cet épisode, je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé. Sinon, je t'encourage aussi à rejoindre mon canal Telegram
C'est plus simple, je trouve, pour échanger. Ça me permet, moi, de faire des vidéos, des audios. C'est plus simple que le message privé d'Instagram. Et puis, au moins, on n'est pas obligé de passer par un réseau social. J'apprécie cet aspect-là. Donc, vraiment, prends soin de toi. Pense à réserver ton appel offert parce qu'il est jamais trop tôt pour prendre soin de soi. Il est toujours trop tard de laisser traîner les choses. Donc, je te souhaite une bonne semaine, une bonne reprise. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.